Une odeur de café brûlé et de regret flottait dans l'air du Maple Street Diner. C'était le genre d'endroit où les rêves mouraient lentement, un double service après l'autre. Les banquettes en vinyle rouge étaient de craquelés comme des promesses non tenues et les néons bourdonnaient avec la même énergie fatiguée que les serveuses qui s'affairaient sous eux. Pour Sarah Chen, ce n'était pas seulement un travail, c'était une question de survie. À 24 ans, elle portait le poids de l'avenir de sa famille sur des épaules endolories par le transport des plateaux et un cœur brisé à maintes reprises par la cruauté désinvolte d'étrangers. Mais ce qui s'est passé ce mardi matin ordinaire n'était pas seulement cruel. C'était quelque chose qui allait révéler la véritable nature de deux personnes très différentes. L'une allait tomber en disgrâce de manière si spectaculaire qu'elle ferait la une des journaux à travers tout le pays. L'autre allait se relever de l'humiliation pour devenir un symbole de dignité dont des millions de personnes se souviendraient à jamais. Voici l'histoire de comment 30 secondes de cruauté enregistrées sont devenues une leçon qui a tout changé. Sarah travaillait au Maple Street Diner depuis 3 ans, depuis qu'elle avait abandonné ses études d'infirmière pour aider son jeune frère à payer ses traitements contre le cancer. Les factures médicales s'étaient accumulées comme des feuilles mortes, étouffantes et interminables, chaque pourboire comptait. Chaque sourire qu'elle forçait malgré l'épuisement était une monnaie d'échange dans l'économie brutale du secteur des services. Elle avait appris à cerner les clients dans les 30 premières secondes, la façon dont ils tenaient leur menu, le ton qu'ils utilisaient pour commander leur café s'ils établissaient un contact visuel. C'était une compétence de survie qu'elle avait maîtrisée par nécessité. Ce mardi-là avait commencé comme tous les autres. L'affluence matinale était une symphonie d'assiettes qui s'entrechoquaient et de commandes criées. Les ouvriers du bâtiment prenaient un petit déjeuner rapide avant de se rendre sur leur chantier. Les employés de bureau soignaient leur gueule de bois avec du café noir et un désespoir silencieux. Sarah se déplaçait avec une grâce acquise, à force de pratique, remplissant les tasses et prenant les commandes avec une efficacité qui vient de l'avoir fait 1000 fois auparavant. Puis, il est entré. Marcus Wellington n'était pas seulement riche. Il était riche depuis des générations, le genre d'homme dont l'arrière-grand-père avait construit des chemins de fer tandis que les arrière-grands-pères des autres construisaient les voies. À 42 ans, il dirigeait Pinnacle Industries, un empire tentaculaire dans l'immobilier et la technologie qui avait fait de lui l'un des plus jeunes milliardaires du pays. Son costume coûtait plus cher que ce que Sarah gagnait en 6 mois. Sa montre aurait pu payer les frais médicaux de son frère pendant 1 an. Mais la richesse, comme Sarah allait bientôt l'apprendre, ne s'accompagne pas toujours de sagesse. Et le pouvoir ne garantit pas le caractère. Marcus avait délibérément choisi le Maple Street Diner. Non pas parce qu'il aimait se mêler à la populace, mais parce qu'il allait rencontrer quelqu'un qu'il voulait intimider. David Kim était un petit entrepreneur dont le restaurant familial était situé sur un emplacement de choix que Marcus convoitait désespérément. Cette rencontre devait être le coup de grâce d'une OPA hostile qui se préparait depuis des mois. Lorsque Marcus s'installa dans la banquette d'angle, sa présence changea immédiatement l'atmosphère de la salle. Les autres clients lui jetèrent un coup d'œil, reconnaissant quelque chose de prédateur dans son apparence soignée. Sarah s'approcha avec son sourire professionnel habituel, son bloc-notes à la main. « Bonjour, que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Marcus ne leva pas les yeux de son téléphone. Il faisait défiler ses emails, son attention complètement absorbée par le monde numérique qui définissait son existence. Le silence s'étira de manière gênante tandis que Sarah attendait, son sourire commençant à lui peser. « Monsieur ?» réessaya-t-elle d'une voix douce mais insistante. Cette fois, Marcus leva les yeux, mais pas vers Sarah. Son regard balaya le restaurant avec un mépris non dissimulé, s'attardant sur le linoléum usé et le tableau des spécialités écrites à la main. Quand son regard se posa enfin sur Sarah, c'était avec le genre d'évaluation qu'une personne pourrait porter sur un meuble qu'elle envisageait de jeter. Un café ? Noir. Et faites-en un café décent, pas la mixture que vous servez habituellement dans un endroit comme celui-ci. Le sourire de Sarah vacilla, mais tint bon. Elle avait déjà eu affaire à des clients difficiles. Des riches, des pauvres, et tout ce qu'il y a entre les deux. L'impolitesse n'était qu'un autre risque professionnel, comme les brûlures causées par les cafetières ou les pieds endoloris à force de rester debout toute la journée. « Bien sûr, monsieur. Notre café est fraîchement moulu. Voulez-vous consulter le menu pendant que je vous l'apporte ?» Marcus lui fit signe de s'éloigner d'un geste dédaigneux. « Je ne mangerai rien qui sorte de cette cuisine. »
Apportez-moi juste le café et essayez de ne pas le renverser. Alors que Sarah se retournait pour aller chercher sa commande, elle l'entendit marmonner juste assez fort pour qu'elle l'entende. Incroyable, c'est ça le service de nos jours. Le café qu'elle lui apporta était le même mélange qu'ils servèrent depuis 20 ans. Ce n'était pas du grand art, mais il était chaud, frais et fort. Sarah posa la tasse avec précaution, accompagnée d'un petit pot de crème et de quelques sachets de sucre, même s'il l'avait commandé noir. C'était un petit geste d'hospitalité, le genre d'attention aux détails qui distingue les bons serveurs des médiocres. Marcus prit une gorgée et fit immédiatement une grimace comme s'il avait goûté du poison. « C'est horrible », déclara-t-il d'une voix suffisamment forte pour que la moitié du restaurant l'entende. « Comment pouvez-vous rester en activité en servant une telle merde ?» Sarah sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda un ton calme. « Je suis désolée que vous ne l'aimiez pas, monsieur. Préférez-vous du thé à la place ? Ou peut-être puis-je vous préparer une nouvelle cafetière ? » Une nouvelle cafetière du même café horrible ? La voix de Marcus montait maintenant, attirant les regards des autres clients. « À quoi ça sert ? Vous comprenez seulement ce que signifie la qualité ou c'est le mieux que vous pouvez faire. » Ces mots frappèrent Sarah comme des coups physiques. Elle avait déjà eu affaire à des plaintes, mais il y avait quelque chose de particulièrement cruel dans la façon dont Marcus lui parlait. Ce n'était pas seulement une critique, c'était du mépris, pur et simple. Il la regardait comme si elle était quelque chose qu'il allait racler de sa chaussure. Mais Sarah avait appris quelque chose d'important au cours de ces 3 années passées au restaurant. La dignité n'était pas quelque chose que quelqu'un pouvait vous enlever. C'était quelque chose que vous choisissiez de garder ou de donner. Et elle n'était pas prête à donner la sienne à un homme en costume cher qui n'avait jamais travaillé honnêtement de sa vie. « Monsieur, dit-elle d'une voix calme malgré le tremblement qu'elle ressentait à l'intérieur, je comprends que vous ne soyez pas satisfait du café. Je serais heureuse de vous l'offrir et de vous apporter autre chose. Ou si vous préférez, vous pouvez essayer le café en bas de la rue. Je suis sûr qu'ils seront ravis de vous servir. » L'offre était faite avec un professionnalisme parfait, mais Marcus y entendit autre chose. Il y entendit une force de caractère, il entendit une jeune femme qui n'allait pas ramper pour obtenir son approbation. Et pour un homme habitué à ce que le monde entier se plie à sa volonté, ce genre de résistance silencieuse était exaspérant. Ce qui s'est passé ensuite a été rejoué des millions de fois sur les réseaux sociaux. Il a été analysé par des psychologues, débattu par des éthiciens et restera dans les mémoires comme un exemple parfait de la façon dont le pouvoir sans caractère devient un poison. Marcus s'est levé de sa banquette, sa grande taille dominant la petite silhouette de Sarah. Sa voix, lorsqu'il parlait, avait l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais essuyé de refus de la part d'une personne importante. « Écoutez attentivement, » dit-il, ses mots tranchant comme une lame dans le bruit ambiant du restaurant. « Je ne suis pas venu dans ce petit établissement pathétique pour me faire sermonner par quelqu'un dont la plus grande réussite dans la vie est de porter des assiettes. Vous voulez savoir ce qui ne va pas avec ce café ? Il est préparé par des gens qui ne comprennent pas l'excellence. Il est servi par des gens qui n'ont jamais aspiré à mieux que cela. » Il fit un geste dédaigneux en balayant le restaurant du regard. « Regardez cet endroit, regardez-vous. Vous êtes exactement là où vous devez être, servant un café médiocre à des gens médiocres dans une vie médiocre. Ne prétendez pas avoir des principes alors que toute votre existence témoigne de votre capacité à vous contenter de peu. » Le restaurant était devenu complètement silencieux. Les conversations s'étaient arrêtées en plein milieu d'une phrase. Le cuisinier avait interrompu son travail. Même la machine à café semblait avoir cessé de bouillonner. Tout le monde regardait cet homme bien habillé détruire systématiquement la dignité d'une jeune femme devant une salle remplie d'inconnus. Mais si Marcus s'attendait à ce que Sarah s'effondre, il allait découvrir la force qui se forge dans le feu des épreuves difficiles. Sarah n'a pas bronché, elle ne pleura pas, elle n'éleva même pas la voix. Au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux, avec un calme plus dévastateur que n'importe quel cri. « Vous avez tout à fait raison, monsieur, » dit-elle d'une voix claire qui résonna dans la salle silencieuse. « Je suis exactement à ma place. Ma place est ici, où je travaille honnêtement pour subvenir aux besoins de ma famille. Ma place est ici, où je traite les gens avec respect, quelle que soit leur fortune. Et j'ai ma place ici, au service de clients qui comprennent que le fait d'être riche ne donne pas le droit d'être cruel. » Elle fit une pause, laissant ses mots résonner dans le silence absolu de la pièce. « Votre café est offert par la maison aujourd'hui, non pas parce que vous le méritez, mais parce que c'est le genre d'endroit où nous sommes. Nous croyons qu'il faut prendre soin des gens, même lorsqu'ils oublient comment prendre soin des autres. » Le silence qui suivit était assourdissant.
Marcus fixait Sarah, le visage rouge de rage et d'un sentiment qui pouvait être de la honte. Il s'attendait à ce qu'elle craque. Au lieu de cela, elle venait de faire preuve de plus de dignité sous la pression que lui-même n'en avait jamais montrée dans toute sa vie privilégiée. Mais l'histoire était loin d'être terminée. En fait, ce qui allait se passer ensuite allait transformer la vie des deux de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ce que Marcus ignorait, c'est qu'à l'ère des smartphones, l'humiliation reste rarement privée. À 3 tables de là, Jennifer Martinez, une étudiante locale qui travaillait sur son mémoire de sociologie consacré à la dynamique du lieu de travail, avait enregistré toute la conversation. Elle avait commencé à filmer lorsque Marcus avait élevé la voix dans le but initial de documenter ce qu'elle pensait être une plainte typique d'un client. Au lieu de cela, elle avait capturé quelque chose de bien plus important. La vidéo montrait tout. Marcus dominant Sarah, sa voix empreinte de condescendance, son évaluation cruelle de sa vie et de sa valeur. Et surtout, la réponse de Sarah prononcée avec une dignité qui a fait se redresser tout le monde dans la salle. Les mains de Jennifer tremblaient lorsqu'elle a arrêté l'enregistrement, sachant qu'elle venait d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire. 1 heure après avoir publié la vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux avec la légende « Voici à quoi ressemble la grâce », elle avait été partagée 50 fois. En 6 heures, elle avait atteint 10 000 vues. À la fin de ce mardi, la vidéo avait explosé sur toutes les grandes plateformes. Le hashtag Maple Street Dignity était en tendance dans tout le pays. Mais la viralité est une arme à double tranchant, et Marcus Wellington était sur le point de découvrir à quel point les deux tranchants pouvaient être acérés. Le premier appel est arrivé à 7 heures du matin le mercredi. Marcus était dans son bureau Penthouse en train de passer en revue les rapports trimestriels tout en prenant son petit déjeuner habituel composé de café importé et de fruits du frais lorsque son assistante Patricia a fait irruption sans frapper. En 15 ans à son service, elle n'avait jamais fait cela. « Monsieur Wellington, nous avons un problème. Un gros problème. » Elle lui tendit sa tablette et Marcus se retrouva à regarder son propre visage figé dans un rictus. La vidéo avait été visionnée plus de 2 millions de fois pendant la nuit. La section des commentaires était un tsunami d'indignation, mais ce sont les partages qui révélaient la véritable histoire. Les médias s'en emparaient, les émissions matinales en discutaient, le cours de l'action de son entreprise était déjà en baisse avant l'ouverture du marché. « Monsieur », dit Patricia d'une voix tendue par le souci professionnel, votre téléphone n'arrête pas de sonner. Toutes les grandes chaînes d'information veulent une déclaration. Le conseil d'administration demande une réunion d'urgence. Et elle marqua une pause, redoutant manifestement la suite. Votre mère a appelé. Marcus sentit son sang se glacer. Eleanor Wellington n'appelait pas simplement. Elle convoquait, elle commandait, elle maniait la déception comme un scalpel de chirurgien avec précision et dévastation. Si sa mère appelait, cela signifiait que le nom de la famille était en jeu. Et rien, absolument rien, n'importait plus à Eleanor Wellington que la réputation de la famille. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de mesures visant à limiter les dégâts qui semblaient plutôt les aggraver. Chaque communiqué rédigé par son équipe de relations publiques ne faisait qu'empirer les choses. Leur première tentative qualifiait l'incident de « malentendu exagéré ». Internet a réagi en partageant la vidéo encore plus largement, soulignant que les propos de Marcus étaient très clairs et ne nécessitaient aucune interprétation. Leur deuxième tentative suggérait que Marcus était stressé et que cela ne reflétait pas sa véritable personnalité. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi en déterrant toutes ses apparitions publiques et en créant des compilations vidéo d'autres moments où son arrogance avait transparu. Il s'avère que lorsque vous avez passé toute votre vie à traiter les gens comme s'ils étaient inférieurs à vous, il y a généralement des preuves. Mercredi midi, l'action de Pinnacle Industries avait chuté de 12%. 3 clients importants avaient remis leur contrat en question. L'image soigneusement cultivée par l'entreprise, celle d'une organisation progressiste et centrée sur ses employés, s'effondrait en temps réel. Les membres du conseil d'administration ne demandaient plus une réunion. Ils exigeaient la démission de Marcus. Mais le véritable désastre était encore à venir. À 2 heures de l'après-midi, le téléphone de Marcus sonna. Il reconnut le numéro, mais ne l'avait pas vu depuis des mois. David Kim, le propriétaire du restaurant qu'il avait prévu d'intimider au dîner, l'appelait. « Monsieur Wellington, dit David d'une voix calme mais ferme, je pense que nous savons tous les deux pourquoi je vous appelle. » Marcus avait la gorge sèche. Le rachat hostile de la propriété de David était son projet favori depuis des mois.
Il était censé être la pièce maîtresse d'un nouveau développement qui générerait des centaines de millions de dollars de revenus. David, j'espère que vous comprenez que ce qui s'est passé hier n'a rien à voir avec notre accord commercial. David rit doucement, d'un rire triste. En fait, Marcus, cela a tout à voir avec cela. Vous voyez, cela fait des mois que je me demande si je dois vendre le restaurant familial. Il appartient à notre famille depuis 3 générations. Ma grand-mère l'a créé avec pour seules armes sa détermination et son rêve de servir de bons plats à des gens bien. Marcus sentait où cela allait mener, mais il était impuissant à l'arrêter. Hier, j'ai regardé une vidéo d'un homme qui pense que l'argent lui donne le droit d'écraser la dignité des autres. Je l'ai vu essayer de détruire une jeune femme qui ne faisait que son travail avec grâce et professionnalisme. Et j'ai compris quelque chose d'important. David fit une pause, et Marcus pouvait entendre le poids de la décision dans son silence. Je ne pourrais jamais vendre l'héritage de ma grand-mère à quelqu'un qui le traiterait ou traiterait les personnes qui y travaillent avec un tel mépris. L'accord est annulé, Marcus, définitivement. La ligne fut coupée, emportant avec elle non seulement un accord commercial majeur, mais aussi la réputation de Marcus en tant que personne capable de conclure n'importe quelle négociation. La nouvelle du retrait de David se répandit rapidement dans le monde des affaires. D'autres accords commencèrent à s'effondrer. Les partenaires se mirent à poser des questions gênantes sur le genre d'homme avec lequel ils faisaient affaire. Pendant ce temps, au Maple Street Diner, quelque chose de magnifique se produisait. La vidéo avait attiré l'attention nationale sur le petit restaurant, mais au lieu de touristes en quête de spectacle, les gens y trouvèrent quelque chose d'authentique. Ils vinrent pour découvrir l'hospitalité sincère dont Sarah avait fait preuve sous la pression. Ils vinrent pour soutenir une entreprise qui accordait clairement de l'importance à la dignité de ses employés. Sarah elle-même était devenue, malgré elle, un symbole de grâce dans l'adversité. Les demandes d'interview affluaient des grandes chaînes de télévision. Les producteurs d'émissions débat voulaient connaître son histoire. Un agent littéraire l'a appelé pour lui proposer une avance substantielle pour ses mémoires. Mais Sarah, fidèle à elle-même, a décliné la plupart de ses marques d'attention. Elle avait du travail à faire, un frère à soutenir et une vie à vivre qui n'avait pas besoin d'être validée par des étrangers. La seule interview qu'elle a acceptée était avec une chaîne d'information locale et ses paroles lors de cette brève conversation ont été citées pendant des années. Je ne pense pas que ce que j'ai fait était spécial. J'ai simplement refusé de laisser la cruauté de quelqu'un d'autre changer qui je suis. La dignité ne dépend pas de ce que les autres vous donnent, elle dépend de ce que vous refusez de céder. Mais Marcus Wellington apprenait que dans l'opinion publique, il n'y a que rarement de rédemption sans véritable transformation. Et la transformation, comme il était sur le point de le découvrir, exigeait quelque chose qu'il n'avait jamais eu à développer dans sa vie privilégiée. Le courage d'affronter la vérité sur lui-même. Le jeudi matin, il reçut l'appel qu'il redoutait le plus. La voix d'Eleanor Wellington trahissait la déception générationnelle lorsqu'elle parvint enfin à joindre son fils. « Marcus, dit-elle d'une voix aussi précise qu'un pic à glace, nous devons parler. » Le domaine de la famille Wellington se dressait comme une forteresse de vieille fortune sur 30 acres de perfection manucurés dans les Hamptons. Eleanor Wellington avait construit sa vie autour du principe que la réputation était la seule monnaie qui comptait vraiment et elle la protégeait avec l'efficacité impitoyable d'un général défendant sa patrie. À 73 ans, elle dirigeait toujours les réunions du conseil d'administration, les galas de charité et les crises familiales avec la même volonté de fer qui avait transformé le modeste héritage de son mari en une dynastie. Lorsque Marcus arriva au domaine le jeudi soir, il trouva sa mère qui l'attendait dans la bibliothèque, entourée de livres reliés en cuir qui avaient été achetés pour leur valeur esthétique plutôt que pour leur contenu. Elle ne leva pas les yeux du journal étalé sur son bureau en acajou, mais il pouvait voir le titre, depuis l'autre bout de la pièce. La crise d'un milliardaire dans un restaurant déclenche un débat national sur la richesse et le caractère. « Assieds-toi, Marcus !» Sa voix portait le poids de générations de déceptions. Marcus avait affronté des batailles hostiles pour le contrôle de son entreprise, des enquêtes de la SEC et des audiences au Congrès, avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait en traversant la bibliothèque de sa mère. Il s'installa dans le fauteuil en face de son bureau, se sentant comme un écolier convoqué dans le bureau du directeur. Eleanor leva enfin les yeux, ses yeux gris acier ne reflétant aucune de la chaleur qu'un fils pourrait espérer trouver dans le regard de sa mère. « 42 ans, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. «
42 ans que je te regarde devenir exactement le genre d'homme que je priais pour que tu ne deviennes pas. » Ces mots le frappèrent plus durement que toutes les condamnations publiques auxquelles il avait dû faire face. Marcus ouvrit la bouche pour se défendre, mais Eleanor leva une main parfaitement manucurée. « J'ai passé les 2 derniers jours à répondre aux appels de tous les cercles sociaux dans lesquels nous avons évolué. Le déjeuner de charité des Patterson a été annulé plutôt que de risquer d'être associé à notre nom de famille. Le Metropolitan Museum reconsidère l'inauguration de notre aile. 3 générations ont travaillé dur pour bâtir notre réputation, Marcus, et tu as réussi à la détruire en 30 secondes d'enregistrement vidéo. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la roseraie du domaine. « Mais sais-tu ce qui me dérange le plus ? Ce ne sont pas les pertes financières ni l'embarras social. C'est d'avoir élevé un fils capable de regarder une jeune femme qui fait un travail honnête et d'y voir quelque chose à détruire plutôt que quelque chose à respecter. » Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. La déception de sa mère était un fardeau qu'il avait porté toute sa vie, essayant toujours de prouver qu'il était digne du nom de Wellington. Il apprenait maintenant qu'il avait échoué de la manière la plus fondamentale qui soit. « Maman, je… » « Ton père, poursuivit Eleanor d'une voix plus douce, mais tout aussi tranchante, a bâti la fortune de cette famille en comprenant que le véritable pouvoir vient du fait d'élever les gens, et non de les rabaisser. Il est parti de rien, Marcus, de rien. Il comprenait ce que signifiait travailler de ses mains, gagner le respect plutôt que de l'exiger. Elle se retourna vers lui, et pour la première fois depuis des années, Marcus vit sa mère non pas comme la redoutable matriarche, mais comme une femme vieillissante qui voyait son héritage s'effondrer. « Je te retire du conseil d'administration de la Fondation Wellington, dit-elle d'un ton calme et définitif. Je restructure également ton fonds fiduciaire. La majeure partie de ton héritage ira désormais à des œuvres caritatives. Tu recevras suffisamment pour vivre confortablement, mais tu n'auras plus jamais le genre de richesse qui te permet de traiter les gens comme des objets jetables. » Le coût financier était stupéfiant. Mais ce n'était pas ce qui avait fait perdre son sang-froid à Marcus. C'était de voir les larmes de sa mère, les premières qu'il voyait depuis les funérailles de son père, 15 ans plus tôt. « Je t'ai laissé tomber » murmura-t-elle. « Je t'ai tout donné, sauf la chose la plus importante, je ne t'ai jamais appris à être un homme bon. » Marcus quitta la maison de son enfance ce soir-là, comprenant que l'argent ne pouvait racheter la dignité, ni la sienne, ni celle de la jeune femme qu'il avait tenté de voler. Le trajet de retour vers la ville lui sembla être un voyage à travers les ruines de toute son identité. Tout ce qu'il pensait le définir, sa richesse, son pouvoir, sa position, avait été construit sur des fondations de sable. Le vendredi matin apporta un nouveau genre de jugement. Marcus arriva à son bureau et trouva une foule rassemblée devant le siège social de Pinnacle Industries. Mais ce n'étaient pas des manifestants ou des clients en colère. C'étaient des employés, des centaines d'employés, debout en silence, solidaires de leurs collègues qui avaient enfin trouvé leur voie. Patricia le rejoignit à l'ascenseur privé avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas le masque professionnel d'une assistante efficace, mais l'honnêteté brute de quelqu'un qui avait enfin décidé de dire la vérité au pouvoir. « Il démissionne, Monsieur Wellington, dit-elle simplement, pas seulement les cadres, tout le monde. Le personnel de nettoyage, les agents de sécurité, les employés de la cafétéria, des gens dont vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre les noms en 15 ans. » Elle lui tendit une feuille de papier. C'était une lettre de démission, mais pas comme les documents d'entreprise qu'il avait l'habitude de voir. Elle était manuscrite, signée par des dizaines d'employés, et commençait par des mots qui allaient le hanter. « Nous refusons de travailler pour quelqu'un qui considère le service comme de la servitude et la dignité comme une faiblesse. » La lettre détaillait des années de cruauté désinvolte, de petites humiliations et de dévalorisation systématique de tous ceux que Marcus considérait comme indignes de son attention. Elle brossait le tableau d'un lieu de travail où la peur se faisait passer pour du respect et où le silence était confondu avec de la loyauté. La lire, c'était comme regarder dans un miroir qui reflétait non pas son visage mais son âme. « Monsieur, dit Patricia d'une voix plus douce, je travaille pour vous depuis 15 ans. Je vous ai vu prendre des décisions commerciales brillantes et faire de généreux dons caritatifs. Mais je vous ai aussi vu traiter les personnes qui travaillent le plus dur pour assurer votre succès comme si elles étaient invisibles. Cette jeune femme au restaurant, elle a fait preuve de plus de leadership en 30 secondes que vous n'en avez montré en 30 ans. Ce jour-là, le bâtiment s'est vidé comme un navire en train de couler.
laissant Marcus seul dans son bureau penthouse avec pour seule compagnie la vue d'une ville qui ne semblait plus lui appartenir. Le silence était assourdissant, seulement rompu par le bourdonnement constant de son téléphone, qui sonnait sans cesse pour des appels d'avocats, de membres du conseil d'administration et de journalistes cherchant à obtenir des commentaires sur l'exode massif de son entreprise. Mais c'est un autre appel qui a finalement dissipé le brouillard de son apitoiement sur lui-même. La voix à l'autre bout du fil était jeune, féminine et douloureusement familière. Monsieur Wellington, c'est Sarah Chen, du Maple Street Diner. Marcus serra le téléphone dans sa main. Il avait vu son nom faire le buzz sur les réseaux sociaux, avait regardé sa brève interview où elle parlait de dignité avec plus de sagesse qu'il n'en avait accumulé en 40 ans de vie. La dernière personne dont il s'attendait à entendre parler était la femme dont il avait tenté de détruire la vie. « Je sais que vous ne voulez probablement pas me parler », continua Sarah, d'une voix aussi calme et posée que celle dont il se souvenait depuis cette horrible matinée. « Mais je voulais que vous sachiez que j'ai pensé à vous. » Marcus était incapable de parler, les mots restaient coincés dans sa gorge comme des éclats de verre. « J'ai regardé les informations, » dit Sarah. « J'ai vu ce qui arrive à votre entreprise, à votre réputation. Et je n'arrête pas de penser à quelque chose que ma grand-mère disait souvent. Elle disait que parfois, la pire chose qui nous arrive est aussi la meilleure, car elle nous montre qui nous sommes vraiment et qui nous pouvons choisir de devenir. » La ligne était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration saccadée de Marcus. « Je ne sais pas si tu es un homme bon qui traverse une mauvaise passe, ou un homme mauvais qui a un moment de lucidité, » continua Sarah. « Mais je crois que tout le monde mérite d'avoir la chance de choisir qui il veut être demain, peu importe qui il était hier. » Elle fit une pause, et Marcus pouvait entendre le bruit de fond du restaurant, les mêmes sons qui avaient entouré leur rencontre quelques jours plus tôt. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit Sarah. « Quelque chose que je pense que vous devez voir. Pouvez-vous me retrouver au restaurant demain matin, à la même heure que la dernière fois ?» Marcus retrouva sa voix, même si elle n'était qu'un murmure. « Pourquoi voulez-vous me revoir ?» La réponse de Sarah allait résonner dans son esprit pour le reste de sa vie. « Parce que je pense que vous souffrez, monsieur Wellington, et les gens qui souffrent font souffrir les autres. Mais les gens qui guérissent aident les autres à guérir. Il est peut-être temps de guérir. » L'appel prit fin, laissant Marcus seul face à un choix qui allait déterminer non seulement son avenir, mais aussi son âme même. Il pouvait se réfugier davantage dans sa forteresse de richesse et de privilèges, ou il pouvait retourner dans ce restaurant et faire face au miroir que Sarah lui tendait. Le samedi matin allait apporter plus qu'une simple rencontre entre un milliardaire déchu et une femme de la classe ouvrière. Il allait apporter un jugement que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter. Et une leçon de rédemption qui allait se répercuter bien au-delà des banquettes en vinyle craquelé du Maple Street Diner. La question n'était pas de savoir si Marcus Wellington se présenterait. La question était de savoir s'il aurait le courage de se voir tel qu'il était vraiment lorsqu'il se présenterait. Le samedi matin arriva gris et pluvieux, comme si le ciel lui-même reflétait le tumulte intérieur de Marcus Wellington. Il resta assis dans sa Bentley devant le Maple Street Diner pendant 21 minutes, observant à travers les vitres striées de pluie l'agitation matinale, des ouvriers du bâtiment avec leurs casques, des employés de bureau serrant leurs mugs de voyage, des gens ordinaires menant une vie ordinaire qu'il avait passé toute son existence à mépriser. Son téléphone vibrait sans cesse, recevant des appels de sociétés de gestion de crise, de conseillers juridiques et de membres du conseil d'administration qui exigeaient des réponses qu'il n'avait pas. Chaque sonnerie lui semblait être un nouveau clou dans le cercueil de son ancienne vie. Le Marcus Wellington, qui était sorti de ce restaurant 5 jours auparavant, n'existait plus. À sa place se trouvait un homme dépouillé de tout ce qui, selon lui, le définissait, confronté à un jugement qu'il n'aurait jamais cru possible. Quand il poussa enfin la porte, la clochette familière tinta avec la même indifférence joyeuse qu'auparavant. Mais tout le reste avait changé. Le restaurant était bondé, rempli de clients qui levèrent les yeux à son entrée. Certains le reconnurent immédiatement, interrompant leur conversation au milieu d'une phrase. D'autres se contentèrent de fixer cet homme bien habillé qui n'avait manifestement pas sa place dans leur monde. Sarah était derrière le comptoir, ses cheveux bruns tirés en arrière en une queue de cheval pratique, son uniforme repassé et propre malgré le chaos évident d'une matinée chargée. Lorsqu'elle le vit, elle ne broncha pas et ne détourna pas le regard. Elle se contenta de lui faire signe de la tête en direction de la même banquette d'angle où son monde s'était effondré.
Marcus se fraya un chemin à travers le restaurant bondé, sentant tous les regards posés sur lui. Les chuchotements le suivaient comme une traînée de fumée. « C'est lui, le type de la vidéo. Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Il se glissa dans la banquette, son costume coûteux contrastant fortement avec le vinyle usé qui avait été témoin de sa chute spectaculaire. Sarah apparut à sa table avec une cafetière et une tasse propre. Elle se servit sans demander, avec le même geste habile qu'il l'avait vu exécuter d'innombrables fois dans la vidéo virale qui avait détruit sa vie. Mais cette fois, ses mains étaient fermes. Son expression était calme. Elle maîtrisait ce moment d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Merci d'être venu », dit-elle en s'installant en face de lui. Marcus comprit qu'elle était en pause et qu'elle avait choisi de la passer avec l'homme qui avait tenté de détruire sa dignité devant une salle remplie d'inconnus. « Je n'étais pas sûr de venir », admit Marcus, la voix rauque à cause des nuits blanches et des trop nombreuses conversations avec ses avocats. « Je n'étais pas sûr d'en avoir le droit. » Sarah scruta son visage avec la même attention minutieuse qu'elle avait accordée aux clients difficiles pendant 3 ans. Elle était en train de le décrypter, réalisa Marcus, comme elle avait appris à décrypter tous ceux qui franchissaient cette porte. Elle cherchait les signes qui lui indiqueraient s'il s'agissait d'un remords sincère ou d'une nouvelle mise en scène. « Monsieur Wellington, dit-elle finalement, savez-vous pourquoi je vous ai appelé ?» Marcus secoua la tête, craignant de se fier à sa voix. « Parce que j'ai été à votre place, dit Sarah doucement. Pas la partie riche, évidemment, mais la partie où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même s'avère faux, où vous devez décider si vous allez laisser cela vous détruire ou vous transformer. » Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit une photo usée. On y voyait une Sarah plus jeune, en blouse, debout à côté d'un lit d'hôpital où un adolescent maigre souriait malgré les tubes et les fils qui l'entouraient. Le garçon avait les yeux de Sarah et son menton déterminé. « C'est mon frère Danny, dit-elle en faisant glisser la photo sur la table. On lui a diagnostiqué une leucémie il y a 3 ans. C'est à ce moment-là que j'ai abandonné mes études d'infirmière pour travailler ici. L'assurance couvrait une partie de ses traitements, mais cela ne suffisait pas. Depuis, je travaille 2 fois plus pour essayer de payer les frais médicaux. » Marcus regarda la photo, puis leva les yeux vers le visage de Sarah. Il n'y avait là aucun apitoiement sur soi-même, aucune demande de sympathie, juste la force tranquille de quelqu'un qui avait été confronté à des choix impossibles et qui avait trouvé une solution. « Je vous raconte tout cela, poursuivit Sarah, parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Lorsque vous vous êtes penché vers moi dans cette cabine et que vous m'avez dit que j'étais exactement à ma place, vous aviez raison, je suis exactement à ma place, mais pas pour les raisons que vous pensiez. » Elle se pencha en avant, sa voix gagnant en intensité sans perdre son calme. « Je suis à ma place ici parce que c'est ici que j'ai appris que la dignité ne dépend pas de ce que l'on fait dans la vie. Elle dépend de la façon dont on traite les gens quand on pense que personne ne nous regarde. Je suis à ma place ici parce que ce travail m'a appris que la vraie force ne consiste pas à avoir du pouvoir sur les autres. Elle consiste à relever les autres quand ils sont à terre. » Marcus sentit monter des larmes qu'il n'avait pas versées depuis son enfance. « Sarah, je n'ai pas fini, dit-elle doucement mais fermement. Je suis à ma place ici parce que cet endroit m'a appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la taille de son compte en banque. Elle se mesure à la taille de son cœur. Et monsieur Wellington, je pense que votre cœur est plus grand que vous ne voulez bien le croire. » Elle sortit son téléphone et lui montra quelque chose qui lui coupa le souffle. C'était une page GoFundMe intitulée « Danny Chen's Medical Fund », fonds médical pour Danny Chen, avec une photo de son frère et une description de son combat contre le cancer. L'objectif de la collecte de fonds était de 50 000 $. Le montant récolté dépassait les 200 000 $. « Les gens ont vu notre histoire dans les journaux, » expliqua Sarah. « Ils ont appris le traitement de Danny, pourquoi je travaille ici. Et ils ont réagi avec une générosité que je n'aurais jamais pu imaginer. Des inconnus du monde entier ont envoyé de l'argent pour aider une famille qu'ils n'avaient jamais rencontrée. » Marcus fixait l'écran, regardant défiler les dons. 5 $ d'un enseignant de l'Ohio, 25 $ d'un retraité de Floride, 100 $ d'un petit entrepreneur de Californie. Des centaines de petits gestes de gentillesse de la part de personnes qui avaient à peine de quoi vivre elles-mêmes, mais qui avaient quand même choisi de donner. « Mais voici ce qui pourrait vous surprendre, » dit Sarah en reprenant son téléphone. « Certains des dons les plus importants provenèrent de personnes qui travaillent dans votre entreprise. Votre ancienne assistante Patricia a donné 500 $. Votre chef de la sécurité en a donné 1000.
Des gens que vous n'avez jamais pris la peine de vraiment voir ont pris soin de ma famille pendant que vous ne regardiez pas. » Ces mots frappèrent Marcus comme des coups physiques. Il pensa à Patricia, qui avait travaillé à ses côtés pendant 15 ans et dont il n'avait jamais appris les noms des enfants. Il pensa aux agents de sécurité qui avaient protégé son immeuble, au personnel d'entretien qui avait nettoyé son bureau, aux employés de la cafétéria qui avaient préparé ses repas. Des personnes dont il n'avait jamais demandé les noms, dont il n'avait jamais entendu les histoires. « Ce sont de bonnes personnes, Monsieur Wellington, » continua Sarah. « Tous, ils l'ont toujours été. La question est, l'êtes-vous » Marcus retrouva enfin la voix, même si elle était cassée et rauque. « Je ne sais plus, je pensais l'être. Je m'étais convaincu que le succès signifiait que j'étais quelqu'un de bien, que le fait d'avoir de l'argent signifiait que j'avais de la valeur. Mais en regardant cette vidéo, en me voyant à travers les yeux des autres, il s'interrompit, submergé par le poids de sa propre prise de conscience. « J'étais un monstre, » murmura-t-il. « J'ai été cruel envers vous, envers eux, envers tous ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Et le pire, c'est que je pensais que j'avais raison. Je pensais que ma réussite me donnait le droit de traiter les gens comme s'ils étaient jetables. » Sarah tendit la main par-dessus la table et fit quelque chose qui les choqua tous les deux. Elle posa sa main sur la sienne, le même geste doux qu'elle aurait pu offrir à n'importe quel client qui souffrait. « Vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes une personne qui s'est égarée. Il y a une différence, et cette différence est importante. » Elle retira sa main et se pencha en arrière, l'air pensif. « J'ai suivi les reportages sur ce qui vous est arrivé. J'ai vu les contrats commerciaux tomber à l'eau, les employés partir, votre famille prendre ses distances. Et je n'arrête pas de penser à quelque chose que ma grand-mère disait souvent. Elle disait que parfois, Dieu doit nous dépouiller de tout avant que nous puissions voir ce qui compte vraiment. » Marcus regarda autour de lui dans le restaurant, remarquant des détails qui lui avaient échappé lors de sa précédente visite. Le sourire du cuisinier lorsqu'il servait les assiettes, la gentillesse avec laquelle une serveuse âgée aidait un client aux mains tremblantes à lire le menu. Le tableau d'affichage près de la porte, couvert de photos de familles locales, d'offres d'emploi et de mots de remerciement de clients satisfaits. « Cet endroit, dit-il lentement, ce n'est pas seulement un restaurant, n'est-ce pas ?» Sarah sourit, le premier sourire sincère qu'elle lui adressait. « Non, ce n'est pas un restaurant, c'est une communauté. C'est un endroit où les gens prennent soin les uns des autres, où le cuisinier prépare de la soupe pour les clients malades et ne leur fait pas payer, où nous gardons un bocal près de la caisse pour que les gens puissent y mettre leur petite monnaie afin d'aider les familles dans le besoin, où tout le monde compte, peu importe combien d'argent il a. » Elle désigna un coin où un homme âgé était assis seul, dégustant lentement une tasse de café et une part de tarte. « C'est Monsieur Rodriguez, » dit-elle doucement. « Sa femme est décédée l'année dernière et il vient ici tous les matins parce qu'il ne veut pas boire son café seul. Nous ne le pressons jamais, nous ne lui donnons jamais l'impression qu'il prend de la place, parce que c'est aussi son endroit. » Marcus observa le vieil homme et vit dans sa solitude quelque chose qui faisait écho à son propre isolement. « Je bois mon café seul depuis des années, » réalisa-t-il à voix haute, « même quand j'étais entouré de gens. »« L'argent peut vous acheter beaucoup de choses, dit Sarah, mais il ne peut pas vous acheter des relations. Il ne peut pas vous acheter un but dans la vie. Il ne peut pas vous acheter le sentiment d'avoir une importance significative dans la vie de quelqu'un d'autre. » Elle se leva, sa pose touchant clairement à sa fin. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Marcus tendit la main sans tout à fait toucher son bras, mais en faisant un geste qui l'arrêta. « Sarah, dit-il d'une voix chargée d'émotions qu'il avait réprimées pendant des décennies, je veux réparer mes torts, pas seulement envers toi, mais envers tout le monde. Je veux apprendre à être le genre de personne qui construit une communauté au lieu de la détruire. Tu veux bien m'aider ?» Sarah baissa les yeux vers lui, cet homme brisé qui avait tout perdu, mais qui était peut-être enfin prêt à se retrouver. Sa réponse déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui d'innombrables personnes dont la vie avait été touchée par sa cruauté ou qui pourraient être transformées par sa rédemption. Tout le restaurant semblait retenir son souffle, attendant sa réponse. Dehors, la pluie continuait de tomber, nettoyant la ville et la préparant à tout ce qui pourrait arriver ensuite. « Je vais vous aider, dit Sarah doucement, mais pas comme vous le pensez. » Elle se rassit, l'air sérieux mais pas méchant. « Vous ne pouvez pas vous en sortir en payant, Monsieur Wellington. Vous ne pouvez pas signer un chèque et faire disparaître le problème. Le vrai changement, celui qui compte, vient de l'intérieur. » Marcus acquiesça, comprenant pour la première fois que l'argent ne résoudrait pas ce problème. « Que dois-je faire ?» Sarah jeta un coup d'œil autour du restaurant animé, puis le regarda à nouveau.
Vous devez comprendre ce que signifie réellement le service. Pas celui où les gens s'inclinent et vous flattent parce que vous les payez. Le vrai service. Celui qui vient du fait de se soucier du bien-être d'autrui plus que de son propre confort. Elle sortit un petit carnet de son tablier, y nota quelque chose, déchira la page et la fit glisser vers lui. C'était une adresse qu'il ne reconnaissait pas. Accompagnée d'une heure, lundi à 6 heures du matin. C'est l'adresse de la cuisine communautaire où je fais du bénévolat le week-end, expliqua-t-elle. Ils servent le petit déjeuner aux familles sans abri, aux personnes en recherche d'emploi, aux personnes âgées à revenus fixes, à tous ceux qui ont besoin d'un repas chaud et qui ne posent pas de questions sur le pourquoi. Marcus fixe l'adresse, l'esprit en ébullition. Vous voulez que je fasse du bénévolat là-bas ? Je veux que vous appreniez ce que signifie servir des gens qui ne peuvent rien vous offrir en retour, dit Sarah avec fermeté. Pas de caméra, pas de publicité, pas de déduction fiscale, juste vous, un tablier et des gens qui ont besoin d'aide. Des gens dont tu apprendras les noms, dont tu écouteras les histoires, dont tu devras reconnaître l'humanité. Cette idée le terrifiait plus que n'importe quel OPAC hostile ou réunion du conseil d'administration. Je ne sais pas comment faire ce genre de travail. Moi non plus quand j'ai commencé, répondit Sarah. Mais Maria, la femme qui dirige la cuisine, elle t'apprendra. Tout comme elle m'a appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on perd quand on a besoin d'aide. C'est quelque chose que l'on donne aux autres quand ils en ont le plus besoin. Marcus plia soigneusement le papier et le rangea dans son portefeuille à côté de cartes de visite qui n'avaient en plus aucune signification. Et après ça, 6 mois plus tard, Marcus Wellington se tenait dans la cuisine communautaire à 5h30 du matin, nouant un tablier autour de sa taille avec des mains qui avaient appris le rythme du travail honnête. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par des vêtements simples qui pouvaient résister aux éclaboussures de soupe et aux embrassades d'inconnus reconnaissants. Il connaissait désormais leurs noms. Madame Rodriguez, qui venait prendre son petit déjeuner tous les mardis après s'être rendue sur la tombe de son mari. Tommy, le vétéran dont le sourire pouvait illuminer les matins les plus sombres. La petite Amy, dont les dessins recouvraient le tableau d'affichage de la cuisine comme des rayons de soleil. Sarah observait de l'autre côté de la pièce Marcus verser soigneusement le porridge dans des bols, ses gestes précis non par arrogance mais par attention. L'homme qui avait autrefois méprisé le café dans un restaurant servait désormais le petit déjeuner avec une attention qui venait de la compréhension que chaque personne qui franchissait ses portes avait une histoire qui méritait d'être honorée. La vidéo virale était toujours là, toujours en circulation, rappelant toujours au monde qui était Marcus Wellington. Mais quelque chose de nouveau se développait parallèlement. Des histoires de transformation. Des reportages sur un ancien PDG qui avait troqué son bureau d'angle contre une soupe populaire. Des articles sur un changement authentique qui ne pouvait être acheté ou fabriqué. Cette histoire nous rappelle que nos pires moments ne doivent pas nécessairement nous définir, mais qu'ils peuvent nous transformer si nous avons le courage de nous voir tels que nous sommes vraiment. Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions recevoir est le miroir de nos propres échecs, tendu par quelqu'un qui a la grâce de croire que nous pouvons devenir meilleurs. La véritable richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vie que nous touchons, en dignité que nous préservons et en amour que nous choisissons de montrer quand personne ne nous regarde.